c'est commencé. Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, pour cette rétrospective de la semaine. Le professeur Isidore Daïwel s'est excusé, voilà. Je suis avec Papi Tamba de la majorité présidentielle. Il revient de la CENI, où en tout cas, ils sont en train de se battre pour les listes. Et ben, j'espère que le calendrier électoral sera vraiment respecté, puisque je crois que maintenant, l'engouement est vraiment très très fort. Alors, Papi Tamba, comment ça se passe, vous qui venez de la CENI? C'est vrai que nous allons en parler, mais l'ambiance est comment? Vous êtes sûr qu'il y aura les élections? Ça va se tenir dans les règles, dans les dates prévues? Bon, c'est du moins les souhaits. Les souhaits, c'est que les élections se tiennent plutôt dans les dates prévues par la CENI. Mais il faut aussi prendre en compte aussi la dimension humaine. Vous savez, la CENI gère les hommes. Prenons l'exemple de la commune d'Engaliema, où je me trouve. On aura besoin de 5 députés provinciaux de la commune d'Engaliema. Mais je pense qu'ils sont déjà à plus de 1800 à être enregistrés. 1800. Et tout indique que ce n'est pas encore terminé. Ouh là là. Donc la CENI n'est pas là pour dire que nous allons procéder à l'exclusion. Mais il faut quand même qu'ils fixent je ne sais pas, je peux dire, un chiffre où ils peuvent s'arrêter. Ils ne peuvent pas prendre tout le monde pour 5 postes à peine. Ça sera vraiment... Non, ça sera discriminatoire. Ça sera discriminatoire. Ça sera discriminatoire. Ce qu'on peut faire, c'est peut-être de revoir la loi. Déjà, la loi a été revue, où les conditions ont été un peu durcies. Aujourd'hui, on demande au minimum un diplôme universitaire, mais aussi, si vous n'avez pas de diplôme universitaire, au moins 5 ans d'emploi exercé, par exemple, dans une société sérieuse, qui pourrait peut-être être reconnue comme si on pouvait faire l'équivalence avec un diplôme universitaire. Malgré cela, vous savez que nos universités sont bondées, les Congolais s'intéressent à la chose publique. Ça, c'est l'aspect positif. C'est l'aspect positif où on sent, avec cet engouement, que les gens veulent au moins avoir des mandats électifs. Est-ce que vous êtes sûr que vraiment les gens s'intéressent aux affaires politiques ou c'est la seule façon ils se sont rendus compte pour avoir de l'argent? Il faut être clair, il ne faut pas tromper la population. Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'être député, tu vas avoir tes 6 000 $ d'émolument, tu vois quelques avantages. Alors tout le monde, c'est le seul moyen pour avoir de l'argent en République démocratique. Donc, vous savez, aussi facilement que possible. Vous l'avez bien dit, vous l'avez appelé émolument. 6 000 $, c'est insuffisant lorsqu'on est député pour faire le travail du député. C'est-à-dire, un député doit avoir une permanence. Au-delà d'une permanence, il faut pouvoir assurer et entretenir la base. Alors, nous ne devons pas donner l'image, c'est l'image au moins, que certaines personnes ont de nos honorables députés, qui viennent chercher les suffrages et après, on ne sait plus les voir. Mais c'est ce qui se passe réellement. La population se plaint que quand ils deviennent députés, ils ne rentrent plus dans leur base, ils n'ont plus de contact avec la base, ils vont en Europe pour leurs vacances parlementaires et tout ça. Mais maintenant, ils auront besoin de cette population. Hein. Maintenant, vous avez besoin de cette population maintenant. Non, c'est là qu'il ne faut pas dire que j'aurais besoin de cette population, je ne suis pas député. Alors... Probablement, probablement peut-être. Je ne suis pas. Pas du tout envie d'être député national, non. Je ne dis pas que je n'ai pas envie, je dis que je ne suis pas député. Mais vous le deviendrez, vous avez cette envie-là. Quand je le deviendrai, dans ces cas-là, vous le direz, mais aujourd'hui, en tout cas, je n'en suis pas. Mais maintenant, la population doit elle-même aussi se remettre en cause. Nous devons sortir un peu des mimétismes, je ne voulais pas de mimétisme, mais des populismes. Il ne faudrait pas que vous puissiez accepter facilement des gens qui, non pas, viennent vous dire ce qu'ils feraient en tant que député de façon réaliste, mais ils vont vous promettre des choses qui ne relèveront même pas, ou qui ne relèveront même pas plutôt de leurs compétences. Vous savez, Madame Paulette, nous entendons certains députés promettre que, par exemple, si je suis élu, je vais construire telle route. Ce n'est pas la vocation des députés de construire les routes. Il n'est pas dans une fonction exécutive. Il peut peut-être proposer. C'est là qu'il faut d'abord bousculer les mentalités. Il faut que la population comprenne d'abord c'est quoi un mandat électif au niveau provincial, c'est quoi un mandat électif au niveau provincial, qu'est-ce qu'un honorable député et qu'est-ce qu'on peut attendre d'un honorable député. Si nous essayons de bien comprendre les choses, nous allons éviter qu'on nous prenne pour des moutons. Ça veut dire qu'on vient nous raconter des choses dont on sait naturellement bien qu'on ne les ferait pas. Regardez. Il se passe une chose actuellement. Il y a certaines personnes qui pensent qu'ils peuvent être élus par l'anticabilisme. L'anticabilisme n'est pas une garantie pour être élu.
Pour être élu, il faut être en mesure de créer un mariage. De l'anticabilisme primaire. Non. Non, pas du tout. Je ne parle pas de l'opposition, je parle de l'anticabilisme primaire. Expliquez pratiquement, ça veut dire quoi? Être contre la personne du chef de l'État, simplement. Être non pas seulement contre la personne du chef de l'État, mais méconnaître ce qui s'est fait et exploiter la misère du peuple congolais. Vous savez, lorsque vous allez trouver des gens qui se trouvent à Malouika, par exemple, ces gens-là ont un problème d'eau. Les soucis du chef de l'État, c'est qu'ils aient de l'eau. Les efforts sont entrepris. Mais les députés qui ont un certain niveau sauraient bien que si cette personne-là qui est à Malouika n'a pas de l'eau, ce n'est pas qu'il y ait une absence de volonté plutôt, ce n'est pas qu'il n'existe pas de politique, mais l'action doit s'inscrire dans les temps. Et peut-être, il saura que l'action est en plein dedans, si vous permettez cette expression. Mais sauf que quand il ira là-bas, il va tout nier. Il va maintenant leur dire que rien n'est fait pour vous, en pensant qu'il va affoler les gens et que cela suffirait pour être élu. C'est ce que j'appelle de l'anticabilisme primaire. Le peuple congolais aujourd'hui n'est plus ce peuple qu'il était il y a encore quelques années. Permettez-moi de faire mien les propos du chef de l'État, qui déclarait que le peuple congolais connaît ses politiciens et connaît son histoire. L'opposition ne doit pas être une machine, une sorte de lessiveuse. Parlons de l'humble Papé Tamba qui est en face de vous. Tout le monde sait qu'il est la majorité, qu'il est du PPRD, mais il n'a encore rien géré dans ce pays. Si le peuple a besoin de rendre compte, de demander des comptes à quelqu'un comme Kamer et moi, Kamer est dans l'opposition, mais ça ne fait pas de lui le saint de la République, parce qu'il a été secrétaire général de mon parti. Je ne suis même pas cadre du parti. Président de l'Assemblée nationale. Il était président de l'Assemblée nationale. Donc je crois qu'entre moi qui suis membre du PPRD et la majorité présidentielle, et c'est lui qui est dans l'opposition, c'est lui qui aura plus de comptes à rendre à la nation. Voilà, nous allons ouvrir cette rétrospective, mesdames et messieurs, par des réactions par rapport au dialogue qui pointe à l'horizon. Nous avons choisi la réaction de l'opposition républicaine et celle de la société civile. Suivant. L'opposition républicaine s'est prononcée sur la question de la tenue d'un dialogue au pays. Réunis au sein du Conseil national, les membres de cette plateforme disent avoir pris acte du message leur transmis par l'émissaire du chef de l'État. Ils réaffirment leur respect aux valeurs républicaines, mais jugent inopportune l'organisation d'un dialogue. Pour l'opposition républicaine, la nécessité se trouve ailleurs, d'où cette interpellation au gouvernement de cohésion nationale. L'opposition républicaine note que sur ces 763 recommandations des dites concertations nationales, dont 100 avaient été sélectionnées comme prioritaires, il n'y a que 23 recommandations de ces 100 qui sont exécutées ou en cours d'exécution, soit 20 à 23% seulement du taux d'exécution. Elle demande au gouvernement de cohésion nationale et à tous les acteurs concernés de bien vouloir les exécuter pour l'intérêt du peuple congolais. En conséquence, l'opposition républicaine trouve inopportun ce dialogue au stade actuel. Membre à part entière du gouvernement de cohésion nationale, l'opposition républicaine semble pourtant ne pas partager la même lecture de fait que le président de la République. Une divergence de point de vue qui risque d'avoir comme conséquence l'éclatement de l'alliance Kabila-Kengo, estiment certains observateurs. C'est une bonne initiative, parce que dans aucune société, on ne peut pas rester des années et des années sans se parler. Dans chaque famille, il y a toujours un temps prévu pour se parler et échanger de points de vue. Cette fois-ci, nous ne voulons pas aller comme nous étions allés aux concertations. Cette fois-ci, nous avons déjà commencé nos contacts entre nous, les leaders de la société civile, pour pouvoir pour élaborer un cahier des charges propre à la société civile. Il y a beaucoup de préoccupations de la communauté que nous sommes censés apporter pour qu'il y ait des solutions. Merci au chef de l'État parce qu'il est en train de consulter. Je crois qu'il va se consulter. La société civile est la vraie.
Nous ne voulons pas qu'ils consultent comme on l'a fait la fois passée. Beaucoup de politiques se sont mêlés dans la chose de la société civile, ont commencé à envoyer leurs frères et leurs sœurs. Ça, nous ne voulons plus. Nous voulons que réellement la société civile, la vraie, soit consultée. Et à ce moment-là, nous allons lui donner des problèmes, nous allons lui dire des problèmes réels. Parce que chaque gouvernement, chaque nation marche avec sa communauté. Nous sommes le peuple de ce pays et chaque nation doit mettre en contribution son peuple, sa communauté. Alors voilà pourquoi nous sommes disposés, nous sommes ouverts pour le dialogue, mais nous attendons que nous soyons consultés et à ce moment-là, nous allons lui dire ce que peut-être les politiques ne lui ont pas dit, ce que peut-être les experts qu'il a ne lui ont pas dit, mais nous allons lui dire des choses réelles de ce pays. Parce qu'on a toujours caricaturé la société civile. Dès qu'on dit qu'il faut consulter la société civile, on dit non, ils sont plus politisés, on ne peut pas les consulter, c'est faux. Papi Tamba, vous êtes de la majorité présidentielle, donc c'est même pas la peine de vous poser la question si vous êtes pour ou contre le dialogue. La réponse est déjà claire. C'est pour ça qu'on a choisi l'opposition. On dit que le dialogue maintenant est inopportun. Est-ce que vous comprenez les raisons que propose l'opposition pour dire que non, pas maintenant, le dialogue, pas maintenant? Moi, je crois que pour répondre à cette question, Madame Kimonto, nous devons commencer par bien poser les problèmes, car dit-on qu'un problème bien posé est à moitié résolu, pour ne pas prendre les Congolais pour des moutons. Tenez, Madame Kimonto. La CENI, avec il y a eu des remous-ménages, il y a eu certaines contestations de plusieurs choses. Bref, la CENI met en place un calendrier électoral global. Il n'est resté qu'aux acteurs politiques de s'aligner par rapport à ça et de suivre les pas des élections. L'opposition sort de sa réserve, commence à se contredire et commence à réclamer des choses que hier ils avaient contestées. Ça pose déjà un problème. Nous commençons le 15 avril les dépôts des candidatures des élections provinciales. 6 jours après le 21, l'opposition monte encore au créneau pour poser encore certaines conditions et menacer de se retirer même du processus, de boycotter. Ça montre encore qu'il y a un problème. Au moment où nous arrivons vers la clôture des dépôts des candidatures, certains partis politiques de l'opposition avaient pris position pour dire que nous n'allons pas accompagner ces processus-là. Maintenant, quand les gens posent des griefs et ils posent des préalables, dans quel cadre voudraient-ils qu'ils puissent en parler? Le 31 décembre 2014, depuis Bruxelles, dans son message de vœux, le président de l'IDPS lance l'idée, tend la perche au chef de l'État et demande le dialogue. Le président de l'IDPS depuis Bruxelles. Une bonne partie des membres de l'IDPS passent dans les médias pour essayer de marteler là-dessus. Des éléments existent. La question que nous devons nous poser, finalement, ces pays, la République démocratique du Congo, est-ce que nous l'aimons ou nous aimons les pouvoirs? La question, si on peut se le poser, Papi Tamba, le temps, le dialogue là maintenant, il ne faut pas concevoir la passe. Nous parlons à un peuple intelligent, le peuple congolais est un peuple intelligent. Les gens se posent la question, pourquoi maintenant ce dialogue? Est-ce que ce dialogue, selon certaines langues, ne serait-il pas pour favoriser ce fameux glissement dont on parle à tout bout de champ? Est-ce qu'après ce dialogue, y aura-t-il encore une formation d'un autre ou d'un énième gouvernement? Et tout ça. Donc ce dialogue-là, ça va se faire comment, dans quel cadre, et quel est l'objectif finalement de ce dialogue? Ce dialogue est une vertu africaine, où ça va se passer, dans quel format en fait? Je vais répondre à toutes ces questions. Premièrement, pourquoi maintenant? Parce qu'elle est demandée. Et parce qu'il y a des raisons qui les justifient. Ça, c'est une réponse assez claire. Maintenant, est-ce que ce dialogue va favoriser les glissements?
D'abord, ce dialogue est demandé. Et il y a des raisons qui nécessitent les dialogues. Mais maintenant, quand nous parlons de favoriser les glissements pour une échéance qui n'est pas encore d'actualité, de 2016, ça nous préoccupait des échéances où les institutions concernées sont déjà en plein glissement. Ça devient une politique de fixation. On ne peut pas changer le cours vous avez des choses. l'impression qu'on se focalise que sur le chef de l'État. C'est une politique de fixation, c'est ce que je suis en train de dire. Okay. Parce qu'à ce jour, Madame Kimuntu, le Sénat a déjà glissé il y a longtemps. Hein. C'est pour ça que je suis en train de vous dire. On comprend. Il n'y a pas que le Sénat, il y a les assemblées provinciales, les gouverneurs des provinces, et il y a même des élections locales non tenues du tout. Là, c'est même plus les glissements, c'est carrément les retraits. Donc, ils sont totalement retirés de la vie des institutions. Mais il y a une institution où, s'il faut respecter les calendriers de la CENI, sera la toute dernière élection à organiser. Les gens sautent toutes les autres échéances pour ne s'intéresser qu'à ça et dire que s'il y a dialogue, ça ne va pas concerner les élections locales, provinciales, sénatoriales. Ça va concerner une élection qui sera fin 2016 parce que ça va toucher le président. Non, ça devient de la mauvaise foi. J'ai appris une chose, c'est que lorsqu'on se fixe par la haine, on ne construit plus. Visiblement, nous sommes en plein devant une classe politique qui émerge avec la haine. Ils ne sont plus dans l'opposition, ils sont dans la dissidence. Ce sont des gens à qui on a retiré peut-être les beefsteaks de la bouche selon leur propre appréciation, qui aujourd'hui deviennent comme, permettez-moi l'expression, comme des diables dans leur bénitier. C'est-à-dire, il faut à tout prix que nous puissions bouger pour montrer que nous bougeons et faisons bouger les choses. Mais ils ne font que leur travail. Ils démontrent peut-être, c'est ça le rôle de l'opposition, tirer l'alarme quand ça ne va pas, ou si ça semble ne pas aller. Faire de l'opposition, c'est s'inscrire dans les schémas républicains, non pas se focaliser sur un individu. Je suis en train de vous parler de la politique de fixation. Parce que... Vous avez l'impression que l'opposition ne parle que du chef de l'État, on parle de quels sont les problèmes? Je vous ai dit au début que le dialogue a été demandé. Je pense vous l'avoir dit. Mais quels sont les différents problèmes que nous avons? Madame Kimuntu, nous sommes l'un des rares pays au monde à organiser un stock d'élections aussi important dans une période relativement courte. Nous sommes encore dans les premiers actes que nous devons poser par rapport à la CENI, c'est-à-dire les dépôts de candidatures des élections provinciales. Parce que le délai n'est déjà pas respecté. Le premier délai n'est pas respecté. C'est pas du tout respecté. Au moment où je parle, il y a encore des gens qui ont leurs jetons, parce que demain, les dossiers doivent encore être traités. Et tout indique, avec les rythmes de travail tels que nous l'observons, que demain, les gens de la CENI ne sauront pas le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a une tonne de renseignements. Des renseignements qui ont été demandés. Il y a plusieurs documents à remplir, ce qui est tout à fait normal dans un pays comme le nôtre, pour éviter que nous puissions observer ce que nous avons connu par le passé de l'infiltration. Mais en même temps, les temps de traitement et le nombre de personnes pour les traiter est relativement court. Voilà un premier problème qui peut nécessiter un dialogue. S'il faut seulement parler de dialogue, c'est pour ça. Parce que ça, c'est déjà un problème. Dans quel cadre? Personne ne parle encore de l'élection présidentielle dans notre pays. Mais on dit déjà que voilà, les dialogues vont favoriser les glissements. Je vais dire au peuple congolais, ou demander au peuple congolais de décourager cette politique de la haine. La haine ne construit pas. Nous avons un peuple croyant. Ils n'ont pas besoin que l'humble Papi Tamba vienne le dire dans votre plateau. Ils l'exécutent tous les dimanches dans leurs églises. Ils savent que la haine dans la vie ne construit pas. Par le passé, nous avons posé les vrais problèmes. Moi, je me rappelle, depuis 2013, nous avons sonné, tiré la sonnette d'alarme. Nous avions dit aux amis que pour parler élection, il faut parler aussi de justice électorale. Parler de justice électorale, c'est notamment penser à la tenue de l'élection provinciale, plutôt locale, que nous n'avons jamais tenue. C'est aussi de parler des institutions, c'est de parler aussi des institutions qui sont en dépassement des mandats. Avant qu'ils inventent leurs mots, puisqu'ils sont des génies pour parler des glissements, nous les disions à l'époque qu'il fallait trouver la solution. Pour eux, toute réforme structurelle qui pouvait être envisagée pour résoudre ces problèmes depuis 2013, ça favoriserait une reconduite du chef de l'État. Ils ont menti au peuple congolais. Lorsqu'on dit révisons la Constitution, au moins les dispositifs qui toucheraient
par exemple au mode des scrutins, que nous passions du scrutin direct au scrutin direct dans certaines matières, ils veulent réviser l'article 220. Qui est concerné? Encore les chefs de l'État. Nous devons faire ceci pour essayer d'arranger un certain nombre de choses. Et parlant des recensements, non, ils veulent demander une rallonge. Qui est concerné? Encore les chefs d'État. Pour gagner le temps. Nous avons suivi aussi, c'est vrai que nous courons aussi derrière le temps, il y a beaucoup à dire, mais on parle de la place de la communauté internationale dans ce dialogue. Nous avons suivi Félix Tshisekedi qui a dit carrément que nous, il faut que la communauté internationale soit le médiateur de ce dialogue. Et ce n'est pas au président de la République d'entamer en fait ce processus, ce dialogue, selon les accords cadres d'Addis Abeba. C'est là où maintenant il y a le grand hic. Comment ça va se passer? Est-ce que la communauté internationale, pour vous, Papi Tama, doit tout le temps s'impliquer dans les affaires internes de la RDC? Moi, je crois que je vais dire à M. Félix Tshisekedi, c'est de suivre la politique de son papa. En tout cas, le président de l'UDPS, Etienne Tshisekedi, nous a toujours, depuis le passé, montré que le peuple congolais devait savoir se prendre en charge. Se prendre en charge comme peuple congolais voudrait tout simplement dire que nous devons avoir la capacité de régler nos problèmes internes entre nous. 55 ans, Madame Kimuntu, ce n'est pas rien. Je n'aimerais pas, en tout cas, je n'ai pas encore 55 ans, mais à mon âge, je n'aimerais pas qu'on me traite comme un petit. Alors, si la RDC, qui est plus âgée que moi, vous savez, quand moi je suis né, la RDC, dans son format actuel depuis 1960, avait déjà beaucoup d'années d'existence. Alors, je n'aimerais pas aussi que mon pays, la RDC, soit traité comme un petit pays ou comme quelqu'un qui n'a pas encore mûri ou grandi. Voilà, nous poursuivons par rapport aux élections toujours qui arrivent à grands pas. Les activités vont crescendo à la CENI, dans les communes mêmement. Plus de détails donc dans ce condensé. Tous les ingrédients étaient réunis pour faire de ces échanges un moment crucial du processus électoral. Concertation des différents groupes sur la ligne à suivre lors de la réunion, sans oublier la présence via vidéoconférence du président de la CENI. L'abbé Malou Malou a tenu personnellement à assister à la rencontre, mais l'a présidé également. À l'ordre du jour, l'évaluation de l'opération de réception et traitement des candidatures pour les élections provinciales, mais aussi la mise en place d'un cadre permanent des concertations à l'image du format du jour. Faisant l'état des lieux, il en ressort qu'à quelques heures de la fin de l'opération en cours, que près de 8130 formulaires ont été retirés sur toute l'étendue, près de 1600 dossiers déposés, 4000 candidats enregistrés, dont 11% des femmes. Il se dégage en outre différents constats, notamment l'engouement tardif au BRTC. Problème au niveau de la DGRAD, mais aussi 58 partis et 13 regroupements politiques qui ont envoyé des dossiers sans logo. L'autre point abordé entre les différents partis, c'est la nécessité de proroger une deuxième fois l'opération de dépôt des candidatures. À ces sujets, ni la majorité, moins encore l'opposition, ne se sont prononcés. Et nous tenons à affirmer devant l'opinion nationale et internationale que l'opposition n'est pas demandeur à ce qu'il y ait une prolongation dans les dépôts des candidatures pour les élections provinciales pour lesquelles toute l'opposition est prête aujourd'hui dès 16h, date annoncée et heure pour la clôture des dépôts de nos dossiers. Les deux groupes ont également estimé que, comme c'est la CENI qui est pouvoir organisateur et que tout cela relève de ses compétences, la CENI qui avait proposé une prolongation de 7 jours, les deux partis ont dit que nous laissons cette possibilité à la CENI de pouvoir prolonger de 4-5 jours, tout dépendra de la CENI. La balle est dans le camp de la CENI qui, dans les prochaines heures, doit donner sa position sur une autre prolongation. Mais cette démarche, rappelle la centrale électorale, aura certainement des incidences sur le calendrier et sur les finances du processus électoral. Pas dedans, slogan foule en liesse avec Aliko et banderole en avant-plan. L'on se croirait dans une vraie campagne électorale et pourtant il s'agit d'une simple mobilisation autour des candidats. Nous sommes dans la commune d'Elemba, c'est les Mbaltèques de tous âges
n'est jour que sur l'élection de leur leader, Jigal Kassongo, candidat à la députation provinciale dans cette circonscription, et pas de moindre, en témoigne cette masse qui l'accompagne pour le dépôt de sa candidature. De la Fikine jusqu'à la maison communale, la mobilisation est sans précédent. Jigal Kassongo dépose sa candidature et juste après un concert avec la star du gospel congolais Laure Mbongo s'improvise devant la maison communale pour la circonstance. J'ai déposé candidature Nanga en tant que député provincial Yalemba. Donc ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de soucis. Bayambi Bisso bien, recevoir Badossé Bisso bien. Et la scène a été très exceptionnelle parce qu'ils sont vraiment organisés. Nous sommes d'ailleurs surpris par rapport à ces services-là. Alors le tout est fait, on a déposé, c'est tout. Scénario presque similaire dans la commune de Matete où les candidats s'amènent avec leurs partisans. Une vraie bataille électorale s'annonce dans les jours à venir. Henri Konkiete, candidat provincial dans la commune de Ngaliema, le reconnaît. Selon lui, seul le peuple qu'il dit l'avoir délégué pour cette mission a le maître mot. Non, moi, c'est la population qui m'a poussé à le faire. Hein. Ce sont mes bases. Ils ont dit, c'est le moment, tu dois postuler. On a observé les autres, ce qu'ils ont fait. Je dis, bon, c'est votre tour maintenant. La bataille électorale pour les provinciales s'annonce très dure. Papi Tamba, nous l'avons déjà d'ailleurs dit au début de cette émission, on a déjà l'impression que le calendrier, ce calendrier ne sera pas respecté. Vu déjà le nombre de candidats et l'engouement maintenant que l'on voit pour le dépôt des candidatures, est-ce que vous pensez que Papi Tamba, ça se fera vraiment, même s'il y a un peu glissement pour ça, est-ce que ça se fera vraiment dans les bonnes conditions, pas comme en 2011? Vous savez, je dois d'abord relever un point. C'est populisme ou bien cet art de mentir à répétition du peuple congolais qui quelquefois me gêne. Vous avez suivi Délice Sanga qui dit que nous, l'opposition, nous ne sommes pas demandeurs, qu'il puisse y avoir une prolongation. Mais jusqu'à ce matin encore, au moins dans la commune d'Ngalema où j'ai été, je ne citerai pas leur nom à la télévision, mais plusieurs leaders de l'opposition attendent encore de déposer leur candidature. Cette politique de dire une chose et de faire autre chose. Alors que c'est très simple de reconnaître les faits, de se mettre ensemble, de parler de ça. De dire que non, voilà, effectivement, je sais que le traitement des dossiers prend du temps. Si la CENI peut nous accorder un délai, nous sommes d'accord. Parce que vous allez dire ça à la télé, des gens vont vous suivre. Mais après, ils vont retrouver l'opposition sur le terrain lorsqu'il y a prolongation. Vous perdez en crédibilité. Et c'est un peu ça que nous observons auprès de notre opposition. C'est ce que moi, je ne comprends pas. L'engouement que nous voyons ici est non pas seulement un engouement normal pour montrer qu'il y a un certain intérêt, mais il y a certaines choses telles que nous l'observons. C'est aussi une violation pire et simple de la loi électorale. Mais ça, venez déposer sa candidature. Est-ce qu'on est obligé d'avoir une population derrière soi, fanfaronnée comme ça pour le dépôt de candidature? On n'y comprend rien. Les problèmes, vous pouvez avoir toute la terre avec vous, mais commencez par une campagne avant les délais fixés par la campagne. Là, nous observons certaines personnes se lancer déjà dans une campagne alors que nous ne sommes pas encore dans la campagne. C'est-à-dire que le dépôt des candidatures. C'est-à-dire que le dépôt des candidatures. Amenez tout le monde pour venir déposer. Mais ne donnez pas un caractère d'entrée des gens en campagne. Vous mettez en infraction par rapport à la loi électorale. Pour la commune où vous êtes, c'est la commune de Ngalema. Il faut combien de députés? Déjà, vous avez dit 5 députés. Il y a 5 sièges. Il y a déjà 1800. En tout cas, les chiffres, comment annoncer comme ça? C'est 1800. Il y a déjà environ 1800. Ça, c'est les chiffres comment annoncer. Faudrait-il encore que ces chiffres soient vérifiés? Est-ce que cela ne va pas aussi décourager certaines personnes? Moi, je milite pour un nombre limité de candidatures et qu'on relève aussi un peu le critérium pour être député provincial. On a l'impression, c'est peut-être une fausse impression, on a l'impression vraiment que cette fois-ci, les députations, que ce soit nationales ou provinciales, deviennent un fourre-tout. Je l'ai toujours dit, comme l'armée nationale, où quand on n'a pas de boulot, eh bien on se jette là-bas. Il faut quand même qu'on élève un peu ce critérium, parce que après tout, c'est là où on édicte des lois, des édits, et tout ça. C'est pas n'importe qui peut être député provincial ni national. Papi Tamba partagerait quand même certaines de mes inquiétudes. En tant qu'intellectuel. Je peux les comprendre, mais je pense que
progressivement, nous irons vers la normalisation des choses. Vous savez, l'Espagne, après Franco, avait, je pense qu'ils avaient atteint jusqu'à 400 partis politiques. 400. Aujourd'hui, ils sont à 9. Ils ont fait un petit chemin pour passer de 400 à 9. Il y a la réalité qui rattrapera progressivement certaines personnes pour qu'un jour qui se disent, écoutez, déposons candidature utile. Candidature utile, c'est de savoir qu'une circonscription comme Ngalema regorge en son sein environ 1 800 000 personnes. Vous voulez être candidat, il faut être en mesure de dire que je peux mobiliser ou je peux drainer au moins, ne serait-ce qu'un minimum 10 000 électeurs, ce qui dit que ça dépasse votre simple quartier. Ce n'est pas parce qu'on vous appelle président au quartier, ou ce n'est pas parce que des gens ne savent pas encore faire la différence entre peuple et électeur. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas des électeurs, mais qui peuvent être des badauds, qui peuvent suivre les gens. Ça, peuple électeur, donc celui qui doit élire doit avoir sa carte d'électeur et son nom doit se retrouver dans le fichier électoral. Son nom doit s'afficher dans le fichier électoral, mais doit aussi avoir la volonté de voter. Okay. Parce que le vote a toujours été libre. Or, les peuples, c'est monsieur, madame, tout le monde, même ceux qui n'ont pas de carte d'électeur. Nous l'avons vu en 2011, où certaines personnes, quand ils drainaient une forte population de ruraux, ils pensaient que tout le monde était électeur. Tout ça, c'est des calculs politiques qu'il faut être en mesure de faire. Il y a aussi notre préoccupation de l'opposition. Papi Tamba, vous avez parlé du peuple. L'opposition dit qu'on doit, en tout cas dans le fichier électoral, tenir en compte les jeunes qui n'ont pas eu, qui ont maintenant 18 ans, qui en 2011 n'avaient pas l'âge requis, mais aujourd'hui qui ont cet âge-là d'être électeurs, mais qui n'ont pas le moyen aujourd'hui de voter. Il y a vraiment plus ou moins 5 millions de Congolais, selon l'opposition, qui vont rater ce devoir civique de voter. Alors, pour vous, c'est pas aussi ça, un peu la stigmatisation, ou c'est pas un peu d'apartheid, entre guillemets, laisser une grande, comme ma fille qui a 18 ans, ne peut pas voter aujourd'hui, parce qu'elle n'a pas sa carte d'électeur, et mais je crois comment faire pour... J'irai plus loin que l'opposition. J'irai plus loin pour dire qu'il n'y a pas que ces gens, ou cette frange de personnes à considérer. S'il y avait 18 millions d'électeurs en 2011, pouvons-nous dire aujourd'hui qu'ils sont encore 18 millions en 2015? On a revu le fichier électoral? Le problème n'est pas encore la révision, le problème c'est que combien de cas de morts avant de pouvoir être enregistrés. Est-ce qu'on a revu le fichier électoral pour voir les cas de morts et tout ça? Combien de cas de gens qui sont partis à l'étranger avons-nous aussi enregistrés? C'est là pour dire que s'ils ne faisaient pas la politique de fixation, quand nous disions à l'époque, procédons au recensement, pour avoir un fichier qui puisse être plus viable, il ne fallait pas qu'ils mentent à la population que c'est pour favoriser le glissement de 4 ans. Ils avaient même un chiffre pour dire que les recensements prendraient 4 ans et que ça va être 4 ans de plus pour les chefs de l'État. Alors que ça a été clairement établi par la Banque mondiale que dans un pays comme le nôtre, avec 80 000 agents, avec des tablettes et qui travaillent par VSAT, dans un délai de 3 mois, ils peuvent déjà faire ce qu'on appellerait un recensement comme base de données pour la CENI et continuer le travail après. 3 mois. L'opposition qui le savait, puisqu'ils lisent comme nous, ils savent aussi comme nous où est-ce qu'ils peuvent trouver certaines données dans certaines banques de données ou même certaines informations. Ils le savent. Mais puisqu'ils ont toujours cherché à prendre les peuples congolais comme des moutons, ils sont allés avec un discours. Pourquoi? Parce qu'au fond d'eux-mêmes, il faut suivre certaines déclarations. Ils refusent tout schéma qui mènerait vers une alternance par des réformes structurelles. Si il faut parler d'alternance, alors il faut aller à la rue. Il faut aller à la rue, quand ils parlent, ils aiment bien les exemples de ceux qui ont échoué ailleurs. Comme le Burkina Faso ou le Burundi. Nous poursuivons. Ça a échoué ailleurs. Voilà. Ce dossier est consacré, mesdames et messieurs, aux activités des partis politiques. Eve Bazaïba réagit par rapport au MLC, elle, Thomas Louaka, et la remise et reprise au PPRD.
Je suis en train de relever, dénoncer la violation des lois et règlements de la République par le vice-premier ministre de l'Intérieur qui a violé l'article 7 de la loi 04002 de 2004 qui organise le fonctionnement des partis politiques. Il a pu se faire signer un arrêté d'un doublon des partis qui a la même dénomination, le même logo, le même sigle que le mouvement de libération du Congo. Ça crée ainsi une confusion lorsque dans les chefs des militants et des candidats, lorsque nous déposons les candidatures. Je dénonce aussi les agissements de la CNI qui doit appliquer la loi électorale dans sa globalité. Là, la CNI vient de violer l'article 12 de la loi électorale dans son dernier alinéa qui dit que seuls les partis créés 12 mois avant la convocation du processus électoral ont droit de participer à ce processus. Là, nous sommes dans les cas d'express à Luilou, à Koutou, à Popo-Kabaka et dans d'autres coins de la République où les membres du MLC, pour retirer leur formulaire de dépôt de candidature, on leur dit qu'il y aurait eu un autre MLC qui aurait déjà retiré les candidatures. Et même pour déposer à Koutou, il y a des problèmes actuellement, ainsi qu'à Yakoma et à Lissala. Ce sont des choses que nous dénonçons car nous voulons, nous, le MLC, nous avons déjà payé la caution sur toute l'étendue du territoire dans les 180 subventions électorales. Nous voulons que les élections s'organisent avec un caractère transparent et apaisé. C'est devant les membres du bureau politique, du Conseil national et du comité exécutif du parti qu'Evariste Boshab a passé le bâton de commandement au nouveau secrétaire général du PPRD, Henri Mouvasakani. La cérémonie était présidée par Marie-Madeleine Mienze, jusqu'ici secrétaire générale adjointe du parti présidentiel, qui a souhaité à cette nouvelle équipe bon vent à la tête du parti porte-étendard. J'exprime le vœu de voir le PPRD sous la bannière de notre camarade Henri Mouvasakani tenir toujours plus haut les flambeaux du combat libérateur que nous est Laurent Désiré Kabila. Aujourd'hui, continuer idéologiquement par l'initiateur de notre parti, le camarade Joseph Kabila Kabange. Evariste Boshab a appelé les militantes et militants en liesse au respect total du choix de l'autorité morale du parti, Joseph Kabila Kabange, porté sur Henri Mouvasakani, avant de remettre à ce dernier le symbole du parti qu'il devra défendre jusqu'au sacrifice suprême. Cet étendard brillera toujours plus haut, car le PPRD que vous prenez en ce moment est non seulement le plus grand parti de ce pays, mais il restera toujours le plus grand par votre action et par l'action de tous nos militants. Le nouveau secrétaire général a rendu hommage à Mzee Laurent Désiré Kabila pour sa lutte, dit-il, génitrice du parti créé par Joseph Kabila Kabange, le PPRD. Tel un frondeur, Henri Mouvasakani se dit confiant quant aux défis auxquels le parti devra faire face. Voilà pourquoi il a insisté sur l'engagement de chacun de ses camarades à l'unité autour de Joseph Kabila Kabange pour pérenniser le PPRD, première force dans l'arène politique de la RDC. Papitamba, comme on le sait, en tout cas, le trois quarts de notre population, comme on l'a dit, hein, selon le chiffre, la moitié ou le un quart est analphabète. Et Thomas Louaka a créé son parti avec le même logo et tout ça, qu'est le MLC de Jean-Pierre Bemba. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est un peu de la triche dans tout ça? Pourquoi Thomas Louaka ne peut pas créer son propre parti comme l'a fait Olivier Kamitato en quittant les MLC en créant l'Arc, ou Délice Sanga en quittant les MLC en créant l'Envol? Pourquoi prendre le même logo, même sigle, même couleur? Cela ne créerait-il pas confusion pour quelqu'un qui se retrouverait vraiment dans le fin fond de la RDC? Non, le contexte est particulier par rapport aux exemples que vous évoquez, parce que les ministres Olivier Kamitato ou Délice Sanga peuvent être considérés comme étant des départs. Mais le cas de Thomas Louaka n'est pas un départ. Du moment que les choses nous sont présentées, c'est de l'auto-exclusion, hein, selon les membres du MLC. Donc, enfin, selon les membres du MLC, branche F. Bazaïba. Ce qui n'est pas le cas avec les membres du MLC, branche Thomas Louaka. Actuellement, le MLC est dans une position extrêmement difficile
parce que leur président, malheureusement, est en détention. Et quand on est en détention, on ne peut agir que soit par voie de courrier, soit qui doivent encore être censurés. Les partis ne s'est pas émancipés pour considérer l'absence de leur président, qui dure aujourd'hui 7 ans, pour peut-être se désigner, ne serait-ce de façon intermédiaire plutôt, un autre président. Du coup, tous se réclament comme étant des Jean-Pierre Bemba. Rien ne donne raison à F. Bazaïba, comme peut-être rien ne donne aussi raison. Mais selon la loi, selon F. Bazaïba, il a cité les articles. Un parti politique ne peut pas se présenter, selon la loi électorale, en dehors 12 mois. Alors que le parti de Thomas Louaka, le MLC qu'il a créé, n'a même pas fait quelques mois pour participer aux élections. C'est en violation de la loi électorale. Il faudrait peut-être qu'elle lise aussi la loi dans son entièreté, parce que la loi parle aussi des cas de force majeure. Il y a des cas de force majeure. Quelle force majeure il y a avec Thomas Louaka? Attendez, je pense l'avoir expliqué. Maintenant, vous ferez mieux peut-être d'inviter Thomas Louaka lui-même ou un membre de son parti. Peut-être il saurait mieux expliquer les choses par rapport à moi. Mais selon votre entendement, moi, je parle selon mon entendement en tant qu'observateur extérieur du MLC. En regardant les choses comme acteur politique, je me dis que bon, peut-être ils sont devant une situation où ils se réclament que la paternité. C'est-à-dire tous disent être sous la coupole de celui qui malheureusement est en détention. Et voilà, c'est un problème interne. Mais le ministère de l'Intérieur a déjà tranché sur ça. Et pourtant, on a reconnu que le parti, le MLC, F. Bazaïba, le ministère de l'Intérieur avait déjà tranché cette histoire. Je suis en train de dire ici que le ministère de l'Intérieur qui peut trancher par rapport au parti politique reconnu comme tel que le ministère de l'Intérieur devait envoyer à la CENI. Mais le ministère de l'Intérieur n'a pas à trancher dans les demandes qui peuvent être faites en cas de force majeure. C'est-à-dire trancher dans le sens d'entrer dans ces conflits-là. Donc pour le ministère de l'Intérieur, aujourd'hui ils vont constater qu'il y a un parti politique qui s'appelle le MLC, qui a existé avant, de F. Bazaïba, et qui est, Jean-Pierre Bemba toujours avec F. Bazaïba, et qu'il y a un autre parti qui se dit toujours être MLC. Peut-être c'est une mosaïque MLC, peut-être c'est aussi une sorte de mosaïque, c'est une stratégie. Pour eux. Pour servir ou desservir le MLC, c'est à eux de choisir. Mais par rapport à la remise et reprise au sein du PPRD, est-ce que pour vous, vous qui êtes membre de la majorité, est-ce que et du PPRD aussi, voilà, est-ce que Mova Sakani, c'est vraiment l'homme qu'il faut à la place qu'il faut aujourd'hui pour prendre en règne le PPRD? Vous savez, vous avez montré les images ici où les militants ont exprimé leur joie. La joie, c'est automatique, hein, c'est la discipline du parti. La joie, c'est de voir qu'il puisse y avoir un passage des flambeaux démocratiques. Ça doit interpeller les partis politiques dans notre pays. J'aimerais que vous puissiez me citer, en dehors du PPRD, où est-ce que cela s'est fait. Il y a des partis qui ont plus d'années que les PPRD dans ces pays. Quand c'est un ancien secrétaire qui doit partir, il faut qu'il soit évincé et commencer à critiquer celui qui sera remplacé. Si le PPRD peut montrer à la face du monde que le CG Bochab peut embrasser le CG Mova et le CG Bochab peut déclarer qu'à partir d'aujourd'hui, voilà notre secrétaire général, et s'il m'appelait, ça ce sont ses propos puisque j'étais là, soyez là à 18h, je serai là. Que cela puisse au moins créer un effet d'entraînement pour que les autres partis politiques, qui sont plus vieux même que les PPRD, je tiens à les préciser, je ne suis pas là pour citer. Je pense qu'avant cela, vous m'avez posé les cas, même des 2 secrétaires généraux d'un parti politique qui se confrontent. Ça ne devrait pas exister. Et dans notre PPRD, ça n'existait pas. Ok. Nous nous remettons donc, mesdames et messieurs, dans nos ministères, le choix cette semaine, ministère des PT antiques et ministère des PME. Cette descente sur terrain a permis au vice-premier ministre et ministre de PT antique de s'imprégner de l'état d'avancement de travaux de réhabilitation des installations de la Société congolaise des postes et télécommunications. Thomas Louaka a tour à tour visité le bureau, le salle de réunion, même les installations hygiéniques, voire l'extérieur du bâtiment administratif de la SCPT. Il a eu droit à toutes les explications quant à l'exécution de ces travaux dont la fin est fixée
au 4 juin prochain. Une initiative à inscrire sur le compte du comité Mousseté, lequel tient à redorer l'image de l'ex-OCPT. Effectivement, son Excellence vient de visiter la SCPT, en tout cas du moins le bâtiment de l'hôtel de poste, pour deux raisons. Premièrement, c'est voir l'avancement des travaux relatifs aux journées mondiales des télécommunications qui auront lieu chez nous dans notre pays. En tout cas, nous allons les fêter au mois de début juin, vers le 4 juin. Donc, il voulait s'assurer que les travaux avancent dans des bonnes conditions. Deuxièmement, il est venu également nous encourager par rapport à tout ce que nous avons commencé à mettre en place depuis notre arrivée à la tête de la SCPT, moi-même ainsi que le DGA qui est à mes côtés. Nous avons entrepris un certain nombre de travaux pour la réhabilitation, la réorganisation donc de la SCPT, de la Poste et de la RDC, ainsi que le service de l'opérateur historique que nous sommes, la SCPT. Donc il est venu nous encourager pour que nous puissions aller de l'avant. La réhabilitation de ces vieux bâtiments s'est faite en prévision de préparatifs de la Journée internationale de télécommunications, lequel sera célébré le 4 juin prochain. Sous l'impulsion de Pancras Bongonkoy, ministre des Petites et Moyennes Entreprises, les personnels du secrétariat général auront bientôt un moyen de transport. Respectueux des lois, les ministres des PME a tenu personnellement au respect des dispositions en vigueur sur la passation des marchés publics, comme l'explique ici Henri Iyangwa Bokoté, son directeur de cabinet adjoint. Il a rempli toutes les conditions exigées, qualité, prix, délai de livraison et service après-vente. Et puis, il est en règle avec l'État, on a vu, il paye les impôts, il est affilié à l'INSS, il paye l'INSS. Il a tout ce que l'État demande, il est en ordre. Quant à la suite de cette opération, Joseph Lunanga, secrétaire général, confirme que tout ira mieux. Il a en outre rappelé les bienfaits de cette acquisition. Nous avons lancé un avis d'appel d'offres. Aujourd'hui, c'était l'occasion de déballer les enveloppes, donc les plis qui étaient présentés par les soumissionnaires. Et nous sommes vraiment heureux d'en arriver à ce stade-là parce que ça constituait déjà une sorte d'épine en travers de la gorge de l'administration dans notre pays. Les agents sont nombreux, ils arrivent en retard parce qu'il n'y a pas de moyens de transport. Maintenant qu'ils auront les moyens de transport, sous la houlette de M. Pancras Bongonkoy, qui n'est pas le premier ministre dans ce pays, hein, mais il est le premier à y avoir pensé. Cette opération s'est déroulée en présence du personnel de l'autorité de régulation des marchés publics. L'OCPT, nous avons vu l'état lamentable dans lequel se trouve cette grande société, vraiment qui devait d'ailleurs être le miroir des télécommunications en République démocratique du Congo. Et le vice-ministre Thomas Louaka est allé pour essayer d'arranger un tout petit peu par rapport à la fête, comme on a dit, des télécommunications qui aura lieu le 4 juin. Mais la question que l'on se pose, Papi Tamba, comment une grande société comme ça, qui doit être le miroir, comme je l'ai dit et je le répète, de la RDC par rapport aux télécommunications, qui est un secteur clé du pays, doit être dans un tel état 55 ans après les indépendances? Le problème est que pendant des années, la télécommunication, disons, pendant toute une période où un président avait régné, était un domaine qui devait être géré par les services d'intelligence en termes d'évaluer comment est-ce qu'on doit moderniser les systèmes, parce qu'il fallait retenir les peuples dans une certaine ignorance de certaines choses. La mentalité doit se bousculer aujourd'hui. Cela passe par la réforme déjà de la loi qui déjà cire les portefeuilles, c'est-à-dire les entreprises des portefeuilles. Je pense qu'aujourd'hui, la législation a été bousculée, où nous sommes même dans un schéma où certaines entreprises doivent être transformées carrément en entreprises commerciales. Je pense que nous devons souhaiter que cette nouvelle direction, du moins qui est encore idéologique, avec un début d'effet, un commencement d'exécution, puisse au moins continuer à faire son chemin pour arriver au moins à transformer totalement ces secteurs
de nos entreprises publiques. Mais nous revenons quand même, nous restons quand même dans les télécommunications. Je suis avec quelqu'un de la majorité avec moi. C'est vrai qu'on ne vous accule pas, mais vous avez suivi la commission qui a travaillé par rapport à la fibre optique, parce que c'est aujourd'hui vraiment le monde tourne autour de l'Internet, de la fibre optique, parce que nous allons basculer dans beaucoup de choses. Vous avez dit qu'on doit suivre la mode de le temps. La commission a parlé du détournement de guillemets par rapport à cette fibre optique. Et vous êtes sûr cette fois-ci vraiment, Papi Tama, on parle souvent de l'impunité dans notre pays, qu'on ne sanctionne jamais, les responsables ne sont jamais connus. Est-ce que vous êtes sûr que cette fois-ci vraiment les têtes vont tomber par rapport à ce détournement qui n'est pas encore prouvé, mais les faits sont là sur la fibre optique? C'était quand même ahurissant ce qu'a dit cette commission à l'Assemblée nationale. Non, mais je pense que nous devons mieux comprendre aussi les choses. J'aime pas trop l'affolement. Il faut savoir que quand nous parlons de la fibre optique, du moins dans cette partie qui concerne l'Afrique, si le point de départ est Londres, le point d'arrivée c'est l'Afrique du Sud. L'océan a vite avec ça à 27 km environ la fibre optique, où nous pouvons dire que notre pays aujourd'hui est connecté. Mais maintenant, il reste un problème maintenant, c'est qu'il faut maintenant transformer. Il faut maintenant transporter plutôt ce que nous avons pu obtenir à partir des moindres, je crois. Et là, ça se fait maintenant par des entreprises commerciales qui peuvent vous faire aussi un rappel à certaines sous-traitances. Ou ce sont des entreprises des particuliers qui pourraient aussi intervenir dans ces secteurs. Il se passe maintenant une chose. Ce qui se passe, c'est maintenant en termes de financement. Vous montez un projet qui est validé, accepté. Les financements viennent de l'extérieur. Vous êtes financé pour exécuter les travaux. Et vous détournez les financements. Voilà au moins la clé, c'était ça. C'est là maintenant qu'il faut maintenant voir la politique en profondeur. Pour se dire, faudrait-il pas mieux sélectionner les entreprises à qui on doit donner ces marchés, qui puissent avoir d'abord des entreprises, puissent être des entreprises qui doivent avoir une réelle volonté patriotique. Qui doit sélectionner? Qui est responsable? Vous savez, parce que tout le monde se lave les mains. Malheureusement, c'est la politique de Ponce Pilate dans notre pays. Qui est responsable? Non, ce n'est pas une politique de Ponce Pilate. Ce n'est pas une politique de Ponce Pilate. Vous savez, pour être admis, il y a toute une chaîne d'organismes pour avoir un marché public dans notre pays. Tout est réglementé, tout est assez clair. C'est l'homme congolais qui doit changer un peu en profondeur. Moi, je parle de l'homme congolais. Je ne parle pas des responsables. Je ne parle pas des gens de la majorité. Je ne parle pas des gens de l'opposition. Qui sont congolais. Hein? De l'homme congolais. S'ils ont peut-être des passeports étrangers, alors là, soit. Mais s'ils sont congolais, tout le monde rentre dans la danse. Ça veut dire que je parle de tout le monde. Voilà. Et compris. Pourquoi je l'ai dit? Madame Kimuntu, vous allez dans un bureau, une fois, pour moi c'était une aventure. Un bureau de la DGDA, où vous trouvez des douaniers qui font leur travail, mais ils ont une réputation qui les colle là-bas. Dans ces pays, nous savons que les douaniers, je n'accuse aucun douanier, mais il y a la réputation qui les colle là-bas, c'est la réputation et la corruption. Cela peut se comprendre avec les traits de vie qu'ils mènent et ce qu'ils perçoivent comme salaire. Mais dans leurs discussions, ils critiquent les hommes politiques. Nos politiciens. Moi, j'étais là, j'observais. J'ai regardé. Vous allez dans la magistrature. Vous allez trouver nos magistrats qui font très bien leur travail, mais dont certains se plaignent. Et vous regardez leur train de vie avec ce qu'ils construisent, peut-être ça dépasse leur salaire. Mais quand ils veulent critiquer le système, ils parlent des politiciens. C'est-à-dire, tant que l'homme politique congolais, l'homme plutôt congolais, va continuer à indexer les politiciens, parce que peut-être c'est un nom public, sans se remettre en cause soi-même, nous aurons toujours des gens qui nous accuseront de certaines choses, mais nous aurons du mal à changer les choses parce que nous-mêmes, nous ne changerons pas. Voilà, notre rédaction, mesdames et messieurs, s'est penchée sur les 70 ans de l'Organisation des Nations Unies et un internationaliste a réagi par rapport à la lettre de certains députés adressée au président américain Barack Obama. « 1945-2015, 70 ans depuis que l'Organisme des Nations Unies existe. Et c'est ce vendredi 29 mai que sera célébrée la Journée internationale des casques bleus. Une occasion de saluer la contribution des soldats de la paix au nombre de vies
que les États du monde font face et de réaffirmer notamment l'engagement de l'ONU de rendre leur rôle encore plus efficace sur terrain. Voilà qui justifie même le choix du thème de ce 70e anniversaire, l'ONU à 70 ans, maintien de la paix, paix, présent, futur. Comme pour dire, les casques bleus ont une mission noble, celle de ramener un état de droit, de justice et prix de paix à toutes sortes de conflits ou menaces dont le monde est souvent victime. Et entre 2014 et 2015, 126 casques bleus ont été tués. Cette célébration est donc une occasion de leur rendre hommage, mais aussi à ceux qui continuent à servir la cause de la paix à travers le monde. Dans son message, à l'occasion de cette célébration, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a fait appel à tous les États et dirigeants d'unir leurs forces pour un maintien de la paix et de la sécurité internationale. Car sans nul doute, au regard des années de lutte et des sacrifices, les casques bleus ont gagné leur place au sein de communautés vivant dans des zones en conflit ou dévastées par la guerre comme étant symbole d'espoir. Et parlant de la RDC, où sa partie est est déchirée par des tueries et d'injustices de tout genre, les casques bleus de la MONUSCO ont tant soit peu contribué à la sécurisation de la population, bien que beaucoup reste encore à faire, vu l'ampleur de la résurgence des groupes rebelles. Mais la seule problématique demeure au niveau de leur mandat au pays de Joseph Kabila Kabange, d'où la remise en question de l'accomplissement de leur mission complète, entre autres celle de mener des opérations de maintien de la paix, de protection des civils, de désarmer de centaines de milliers d'ex-combattants, de rétablir l'état de droit, promouvoir le droit de l'homme et la maîtrise de mouvements de population ou réfugiés. Cette démarche me paraît à la fois réaliste et peu responsable. Réaliste en ceci que l'implication des États-Unis d'Amérique peut naturellement contribuer à contraindre les parties prenantes, notamment au pacte sur la sécurité, la stabilité et le développement dans la région des Grands Lacs signé en 2006, les parties prenantes de l'accord cadre d'Addis Abeba, de respecter les engagements qu'ils ont souscrits. Parce que le grand problème aujourd'hui dans la région ne consiste pas en l'existence des instruments juridiques, mais le problème se pose plutôt à leur application. Et ceci résulte notamment du fait qu'il n'y a pas d'État garant pour contraindre les acteurs en présence de respecter les engagements, n'est-ce pas, qu'ils ont pris de bonne foi. Mais ça me paraît peu réaliste, peu responsable, parce que nous pensons que les États-Unis sont directement impliqués, seulement leur implication ne contribue pas à la promotion de l'intérêt national de la RDC. Et ceci convoque, met sur la table la responsabilité du gouvernement congolais, n'est-ce pas, qui a la charge des relations extérieures. Parce que nous avons toujours pensé et préconisé que la restauration de la paix à l'est du pays dépend aussi des relations que la RDC entretient et entretiendra avec les États-Unis d'Amérique. C'est la rupture avec les États-Unis, le divorce avec les États-Unis d'Amérique qui ont certainement contribué à jeter la RDC dans le gouffre, et donc en sortir dépend aussi du rapprochement que nous pourrions, n'est-ce pas, être capables de réaliser avec la puissance américaine. Et ceci relève de la responsabilité du gouvernement congolais. Alors, demander à Barack Obama de s'impliquer, oui, il peut bien vouloir le faire, mais s'il estime que le gouvernement congolais ne lui facilite pas la tâche, naturellement, on ne pourra pas obtenir gain de cause. Donc, les députés, tout en adressant cette note ouverte à Barack Obama, ferait œuvre utile d'interpeller le ministre des Affaires étrangères dans le sens de contribuer à redynamiser la diplomatie congolaise en la rendant réaliste, en la rendant efficace. Papi Tamba, nous avons suivi la réaction de cet internationaliste par rapport à cette lettre ouverte adressée au président Barack Obama pour qu'il s'implique un peu plus dans la gestion de cette tension dans la sous-région des Grands Lacs. Mais il a relevé un fait, il a dit bon, Barack Obama peut bien s'impliquer, mais nous-mêmes, nous avons un rôle à jouer. Notre diplomatie doit être plus réaliste, plus dynamique. Vous partagez ce point de vue? Bon, sauf à être aveugle ou animé de mauvaise foi,
Mais sinon, nous pouvons reconnaître que la diplomatie congolaise, notre armée, les dispositifs de notre pays qui peut permettre à ce que nous puissions renforcer notre service de sécurité, fonctionnent, évoluent et produisent des résultats. Je crois que si vous pouvez aller voir les membres du M23, ils diront la même chose que moi. Si vous allez voir le président Kagame, il vous dira la même chose et le président Museveni. Ils vont le dire parce qu'ils ont échoué. Ils ont échoué, et s'ils ont échoué, parce qu'en face, ils ont une diplomatie, ils ont une armée, et ils ont une volonté politique qui a fait qu'ils puissent échouer. Moi, des gens qui aiment quotidiennement montrer comme si nous étions incapables, vous savez ce qui est plus grave, ce qui est très grave. J'ai vu des leaders politiques, pendant que nous étions encore fortement menacés, par exemple, par les M23, pendant qu'ils occupaient même plus de 700 km² de notre territoire, il y a des leaders politiques qui parlaient de l'incapacité de notre armée. C'est un message que vous lancez à l'ennemi, venez nous attaquer, nous sommes faibles. C'est un aveu de complicité. Des leaders politiques dans ces pays, vous ne pouvez pas les dire. Lorsque vous êtes un pays constamment menacé, vous prenez parole sur la place publique, je crois que vous devez aussi faire peur à l'ennemi. La guerre est médiatique aussi. La guerre est aussi médiatique. Continuez à dire que nous sommes faibles et notre diplomatie ne marche pas. Moi, je considère cela comme étant une forme de complicité passive. Peut-être une complicité voulue aussi. Malheureusement, on ne pourra pas le déterminer, il n'y a pas de preuve parce que ça nous a surpris un jour de voir un député national de l'opposition qui faisait trop de bruit, qui attribuait même tous les mots du M23, qui est attribué à la majorité présidentielle ou c'est la tête du chef de l'État. On l'a vu un jour conduire la délégation du M23 en tant que vice-président et en face de lui, il y avait le gouvernement de la République. Et cette personne s'est distinguée aussi par ces déclarations fustigeant notre armée. Je vais demander à tous les Congolais qui nous suivent qu'il n'y a aucune fierté de dire aux gens que notre armée est faible et que notre diplomatie ne marche pas. Surtout que ce soit la diplomatie et l'armée, ils produisent des résultats. Ne lançons pas ces messages à l'ennemi, puisque l'ennemi a été vaincu et l'ennemi a été conquis. Donc l'ennemi aujourd'hui doit rester à sa place. Maintenant, Madame Kimuntu, par rapport à ce sujet, il y a Boutros Ghali, un ancien secrétaire général de l'ONU, qui a fait une déclaration qui devait faire réfléchir les Congolais. C'était en 2003, au journal La Libération en France, où il a reconnu que les casques bleus sont composés des pays, bien entendu, qui sont volontaires pour donner. Mais ces gens qui viennent de ces pays volontaires amènent aussi la philosophie de leur propre pays. Ils amènent aussi la volonté de leurs dirigeants, mais noyautés dans les casques bleus. C'est comme ça que dans notre pays, nous avons vu que moins de 2000 personnes avec un Kunda pouvaient tenir la tête à plus de 10 000 éléments de l'ONU qui étaient là, dans le but normalement de combattre la population civile, plutôt de protéger la population civile. Et ils essayaient de nous donner, de ne pas être clairs dans leur mandat, jusqu'à ce que nous avons vu des choses dans ces pays où nos FARDC, nos vaillants soldats, ils battent en retraite les éléments de Nkunda. C'est la monite à l'époque qui va leur dire que vous occupez une position rebelle. C'est notre territoire. Les forces régulières de la République qui vont battre à retraite une force rebelle, la monite qui va les sommer de quitter les lieux en disant que la place que nous occupons, ou la position, est une position rebelle, qui vont les sécuriser. Considérer cela comme étant une zone conquise. Mais le lendemain, la Monique va quitter les lieux, et ce sont les éléments de Nkunda qui vont reprendre l'endroit, qui vont reprendre la place. C'est dans ces pays, ce n'est pas ailleurs, que nous avons entendu des propos tels que non Nkunda, no job. Ce sont des propos tenus par les éléments des casques bleus. C'est dans ces pays où les éléments des casques bleus ont été interpellés avec des tenues
de la garde républicaine présidentielle. Et vous savez, comme argument, qu'ils l'ont acheté pour faire la chasse aisée. C'est-à-dire une façon de dire aux Congolais, mokonoude. Hein? Une telle réponse, c'est vraiment se moquer de nos intelligences. C'est là pour dire... Mais la MONUSCO nous a quand même aidés. Nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. Ça nous a quand même aidés quand même pour maintenir cette paix. Quand nous ne sommes pas contre cela, aujourd'hui nous ne disons pas à la MONUSCO nous sommes contre vous, nous demandons à la MONUSCO de réduire leurs effectifs. Nous demandons parce que nous estimons aujourd'hui qu'il y a autre chose. Mais regardez, brigade d'intervention qui vient faire le travail, 3 pays en ligne de front, qui? L'Afrique du Sud, la Tanzanie et le Malawi. Que des Africains. Dans la coopération Sud-Sud, aucun État occidental, aucun, dans la brigade d'intervention. Et lorsque la résolution a été votée à l'unanimité au Conseil de sécurité pour mettre en place la brigade d'intervention, il y a le président Kagame qui n'était pas sûr, ni les M23, que la brigade d'intervention allait se former rapidement. Parce qu'ils ont la pratique, ils connaissent comment fonctionnent les choses au sein de l'ONU. C'est sans compter que la diplomatie congolaise a initié une sorte même de contact direct avec certains de ces États qui se sont précipités même dans l'envoi de leurs éléments pour venir en appui à nos FARDC. Ce sont des pays amis, notamment l'Afrique du Sud et la Tanzanie. Regardez, aujourd'hui, ils ont été surpris. Qu'est-ce qui a été fait dans ces pays? Les Rwandais, avec les M23, ils ont commencé à mener les lobbying en Afrique du Sud comme en Tanzanie, auprès de leurs opposants. C'est pour décourager la décision d'envoi des troupes, que ce soit tanzanienne et dans notre pays. Les Congolais, nous ne devons pas avoir une mémoire courte. Parce que les Congolais pensent, j'entends ça, même des grands leaders de l'opposition. Oh, la MONUSCO, mais quand ils parlent de la MONUSCO, ils préfèrent aller voir Martin Kobler. Quand ils parlent de la MONUSCO, ils préfèrent faire le tour de toutes les capitales occidentales. Ils ne sont même pas en mesure de reconnaître le travail fait par les Africains. Ce qui est triste un peu. Ce qui est très triste. Voilà, je ne dirais pas triste, très triste. Nous allons continuer. L'insécurité bat son plein dans quelques recoins de la province du Katanga. Notre rédaction y a réfléchi sur cette situation et nous vous proposons le rapport de Greenpeace, une ONG internationale. Le gouvernement congolais déterminé à éradiquer l'insécurité sur le sol congolais, notamment dans la province du Katanga. Pour ce faire, 300 éléments de la force spéciale de FARDC ont été déployés à Nyonzou, territoire situé à quelques kilomètres de Kalemi. Le but poursuivi est de renforcer les effectifs de l'armée et de la police pour restaurer la paix entre les Bantous et Pygmées, mais aussi stabiliser cette partie devenue le théâtre des affrontements réguliers entre les deux communautés. Le commandement militaire planifie déjà de patrouilles conjointes avec la MONUSCO dans la zone pour mettre fin à l'insécurité. Le ministre provincial de l'Intérieur du Katanga a également affirmé la volonté du gouvernement provincial du Katanga d'entamer le processus de réconciliation et de cohabitation pacifique entre ces deux peuples. Retenons qu'environ 113 localités ont été incendiées, 200 personnes tuées et une soixantaine de femmes violées depuis janvier de l'année en cours à la suite des conflits entre Pygmées et Bantous dans les territoires de Nyonzou au Katanga. Le rapport présenté ces jours par Greenpeace est le fruit de 2 ans de recherche. Les investigations ont concerné l'exploitation forestière en République démocratique du Congo. Il ressort de ces enquêtes que plusieurs sociétés forestières implantées en RDC travaillent sans respect de règles établies, à l'instar de l'entreprise Cotrefort. Cette dernière est la plus importante dans ces secteurs et ses dérapages sont à la hauteur de sa réputation. Selon le rapport en discussion ce jour entre le représentant de Greenpeace et le chevalier de la plume, on relève plusieurs méfaits de la société Cotrefort contre la République. Par exemple, l'exploitation forestière illégale et destructive de Cotrefort ayant comme effet la disparition des espèces telles que le bonobo ou encore la fromosia, a fait savoir le coordonnateur national en RDC pour Greenpeace Afrique. À ces derniers d'affirmer que les activités de la dite société sont précurseurs du chaos organisé régnant
dans le secteur de l'exploitation forestière au pays de Joseph Kabila, où la faible gouvernance et la corruption constituent des obstacles majeurs à la protection des forêts. L'impunité, mais c'est au niveau du gouvernement. C'est pourquoi nous nous disons à la publication de ces rapports qui donnent de preuves accablantes de ce qui se passe sur le terrain, mais que le gouvernement puisse prendre les allégations contenues dans les rapports pour vérifier et, au besoin, arrêter. À quoi ça sert de continuer à couper une forêt quand ni le pays, ni ceux qui en dépendent ne peuvent réjouir, ne peuvent gagner quelque chose. Autre fait préoccupant, c'est la capacité des Cotrefort à assurer l'exploitation et la commercialisation de son bois à travers le monde, ce malgré l'anarchie qui caractérise ces opérations. Pour arrêter l'hémorragie, Greenpeace propose de pistes de solutions aux autorités de la RDC. De cesser l'émission des permis de CITES pour la Fromosia et de suspendre l'exploitation d'Afromosia jusqu'à ce que la mise en œuvre soit améliorée et que la situation soit sous contrôle. La RDC, pays potentiellement riche, abrite la deuxième plus grande forêt au monde après l'Amazonie. Aujourd'hui, la forêt du bassin du Congo regarde impuissante sa flore et sa faune menacées. Papita, c'est vrai que nous mettons un peu trop l'accent sur les mines, République démocratique du Congo. On parle trop de coulage des recettes par rapport aux mines et nous négligeons un tout petit peu ce secteur-là qui est la forêt. Et pourtant, les Européens pensent que nous sommes vraiment une réserve mondiale et nous le sommes si on ne le dit pas. Et aujourd'hui, on est en train de vivre, c'est là, la forêt, notre forêt est en train de partir comme ça. Et Greenpeace tire la sonnette d'alarme, mais je ne sais pas si, personnellement, je me pose la question si les autorités vont tenir compte des recommandations de cette ONG. Je crois que nous devons nous réveiller un peu du sommeil, nous Congolais, pour considérer certains rapports comme étant des insultes à notre mémoire collective. Si vous êtes incapable vous-même de voir ça. Permettez-moi, Madame Kibuki. Je vous en prie. La RDC aujourd'hui abrite donc la moitié de notre territoire est couverte par la forêt. Nous avons la capacité, avec environ les 708 essences des bois répertoriés par les services permanents d'inventaire forestier, jusqu'à produire 6 millions de tonnes de bois l'année. Pour vous donner une idée, nous avons, je dis bien, cette capacité qui aujourd'hui empêche aux Congolais aujourd'hui de produire davantage de bois. C'est encore la communauté internationale avec les fameux accords de Kyoto. Sur la protection de l'environnement. C'est ça, c'est-à-dire l'Occident pour bousculer ou favoriser son développement, l'Occident a fait violence à sa nature. Vous allez en France, vous allez presque partout. Il n'y a pratiquement plus de forêt. Voilà, ils ont fait violence. Parce qu'ils ont fait violence, ils ont un problème avec la couche d'ozone. Et ils trouvent que la RDC est devenue une réserve du monde. Et on nous envoie des accords de Kyoto où on parle des mesures compensatoires. Est-ce qu'on doit commettre le même erreur que les Occidentaux et ils ont détruit leur environnement? Non, mais les mesures compensatoires, mais pour vous donner une idée, le Cameroun, qui a moins de ressources que nous, produit jusqu'à 4 millions de tonnes l'année. Sans tous ces discours que vous entendez. Vous savez, lorsque vous produisez les bois congolais, vous produisez ce qu'on appelle le grume. C'est ça la question. Est-ce qu'on réplante ça? Les reboisements, c'est quelque chose qui va de soi que les entreprises, selon même la loi, si vous allez au ministère de l'Environnement, c'est presque une exigence. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'il faut créer une certaine attractivité, il faut créer une force d'attraction au niveau du marché. Or, les exigences qui sont données pour la République démocratique du Congo, lorsque vous exportez les bois, vous ne pouvez exporter que 40% des grumes et le reste doit être des bois sciés. Ça réduit l'intérêt du marché. Je parle ici des plans internationaux. Et lorsque vous essayez, même malgré ça, de vous faire violence par rapport à ça, ce sont les mêmes Greenpeace qui ont des moyens en haute mer d'arraisonner ou d'assaisonner vos bateaux et de foutre les bordels comme ils ont l'habitude de les faire.
il ne faudrait pas. C'est là que j'ai toujours voulu contribuer pour les réveils, une sorte d'éveil de conscience du peuple congolais. Moi, j'ai vécu plus de 20 ans de ma vie en France. Je ne suis pas le seul. Mais je crois qu'avec ceux-là, avec qui nous avons vécu à l'étranger, nous savons comment réfléchit l'homme blanc. Nous savons comment est-ce que ces gens-là réfléchissent. Si aujourd'hui nous faisons un retour vers la terre de nos ancêtres, c'est peut-être parce que nous avons trouvé que nos petites intelligences doivent être contribuer peut-être pour l'émergence de notre propre pays. Alors, réveillons-nous du sommeil pour que notre pays ne soit pas un client des rapports. Rapport sur rapport, rapport sur rapport. Alors que s'ils les font, ils font tout pour vous bloquer dans certaines choses qu'ils essaient de faire eux-mêmes, mais ils vont vous accuser de ce qu'ils font eux-mêmes. Ça me rappelle les Saintes Écritures, où les pharisiens ont accusé Jésus-Christ de chasser les démons par Bézébul, le prince des démons. Le Christ leur a dit, et par rapport si moi, permettez-moi, je chasse les démons par Bézébul, et vous, par qui les chassez-vous? Par rapport à la situation au Katanga entre les Pygmées et les Bantous, qu'est-ce qui se passe? Personnellement, je ne crois jamais à l'existence des conflits communautaires. Moi, personnellement, je crois que les conflits communautaires n'existent que s'il y a un certain leadership qui instrumentalise et qui amène à commettre des choses que nous pouvons tous déplorer. Donc on instrumentalise les Bantous et les Pygmées. En tout cas, c'est mon point de vue. Je ne pourrais pas les déterminer puisque je ne connais pas les faits, mais je ne crois pas qu'une communauté va se réveiller un jour pour dire, vous savez, combien d'années les Hutus et les Tutsis au Rwanda peuvent cohabiter? Où ils ont cohabité? Ils cohabitent depuis tout le temps. Depuis des millénaires. Mais il aurait suffi juste pour parler des génocides, non pas des génocides à des reprises au Rwanda, juste par un certain leadership qui a amené cela. Et vous allez voir des gens s'entretuer. Quand il n'y a pas cela, les gens vivent pratiquement paisiblement. Nous allons terminer, mesdames et messieurs, par le conflit parcellaire entre la succession Ngunza et Chani Metal. Et enfin, nous allons célébrer Noël pour les Kimbanguistes. Cette concession ici en image est gardée depuis par les hommes en uniforme ayant délogé les héritiers Ngunza. Voilà qui justifie ces images prises à bord d'une voiture car la dite concession est inaccessible. Pour les héritiers du feu Ngunza, l'affaire les opposant à Chani Metal n'attend que l'exécution puisqu'ayant revêtu l'autorité de la chose jugée. Ils ont été reconnus propriétaires par voie judiciaire en premier et dernier ressort. Mais chose étonnante, les héritiers Ngunza se sont vus attraits en justice au pénal sans aucune notification, d'où ces inquiétudes de Patrick Ngunza. Nous sommes propriétaires d'une portion de terre occupée illégalement par notre adversaire Chani Metal, qui au vu et au su de tout le monde est en train d'ériger un mur et donc de fermer et en train d'entamer une transaction avec des étrangers qui sont sur place, une transaction portant sur des millions, plus de 6 millions de dollars. Nous nous posons la question, comment se fait-il que dans un pays civilisé, un pays de droit, les gens qui sont propriétaires, les gens qui perdent, usent de tout leur pouvoir et le trafic d'influence, vont jusqu'à entamer des négociations pour la vente d'un bien qui ne leur appartient pas, vont jusqu'à obtenir un jugement condamnant les propriétaires. Malgré la condamnation au pénal ordonnée par la présidente du Tripé Gombe, les avocats conseils disent avoir sollicité la réouverture des débats, voire l'opposition contre la décision, mais aucune suite ne leur a été accordée. Ces héritiers ont échappé belle à l'arrestation grâce à l'intervention du procureur près cette instance. Les gens du parquet se sont mis donc à nous chercher sans avoir même aucune autorisation. Heureusement que nous sommes allés voir le procureur général Kene Kene, qui, disant le droit, voyant qu'effectivement nous avons quand même le droit de nous défendre, a arrêté ces agents du parquet qui voulaient nous arrêter sans aucune autorisation, je vais dire ça comme ça, puisqu'ils n'avaient pas l'autorisation du procureur lui-même.
Alors que la justice congolaise venait d'être passée en revue par tous ses administrateurs récemment lors des assises des États généraux, la famille Ngounz se remet une fois de plus à cette même justice pour qu'ils soient rétablis dans leurs droits. Oui, la date du 25 mai annonçant la naissance de l'enfant Jésus a été fêtée avec faste chez les Kimbanguistes. Aucun fidèle n'a voulu rater cette fête, une façon de répondre à la grande mobilisation et sensibilisation de révérend Urbain Suelengue, responsable de la ville de Kinshasa, qui s'est battu nuit et jour pour le bien-être de croyants à la vision du chef spirituel. La prédication du jour a porté sur le thème Motomo Indo, Telema Simaya Papa Simon, comme pour dire les saluts vient par celui-ci qui a rendu possible la révélation de choses cachées, signification même de son nom, comme l'a souligné si bien le révérend Urbain Suelengue, sous les applaudissements de l'assistance composée de fidèles, les autorités de la ville, les élus et autres. Révélateur des choses cachées. Et moutako comprendre yango, moutako sosolango, moutako ndima yango, bopele azala l'esprit na yekimba. Soki te, okomona ngo kaka flou. Ya sono, pona date, ete ya mi bambule epele, pe bato epele bandini, pe balobi, lingomba kimbangisi koza na raison. Pona 4 mois, mwana kokobota mate. Mais pourquoi seulement Papa Gelonga? Yango de Yoki dans Apocalypse 3, verset 12. Révélation ya yemon konkolois, yemutalobaki na champ. Ete na molongi, na kochaye liponzi na ndapatata na ngai. Cette célébration de l'enfant Jésus par l'Église de Jésus-Christ, par son envoyé Simon Kimbangu, a pris plusieurs formes, à savoir le chant sous le rythme de différentes chorales kimbanguistes, les défilés de cette armée du Christ et autres. Papi Tamba, nous avons suivi Noël chez les Kimbanguistes. C'est vrai que c'est parmi les grandes églises de notre pays. Non, donc en retard, mais nous le souhaitons quand même bonne fête de Noël. Mais bon, nous parlons aussi à cette population. Comment vous comprenez le décalage pour eux, leur Noël qui se fête le 25 mai? Moi, ça me rappelle toujours la naissance de ma fille, la dernière, qui est aussi née le 25 mai. Donc pour moi, c'est même si, comme les hommes généralement, nous oublions les anniversaires, quand ça arrive, donc c'est-à-dire moi j'ai un intérêt particulier. Quand je vois, c'est Noël, directement je pense à ma fille. Et je me dis que c'est son anniversaire. Et vous avez quand même un mot aussi par rapport à ce conflit parcellaire entre la succession Ngounz et Chani Metal. Je crois que ça va de rebondissement en rebondissement. Et vous êtes sûr que la succession Ngounz aura gain de cause un jour par rapport à ce terrain qui est quand même assez stratégique et quand on voit l'emplacement. Non, un dossier judiciaire, le problème n'est pas le problème que cela soit stratégique, c'est qu'il y a autrui, reste à autrui. Mais pour commenter un dossier judiciaire, faudrait-il peut-être commenter plutôt juste un jugement. Un dossier qui est en pleine instruction, il y a certainement des éléments du dossier qui doivent être cachés. Peut-être il y a certains éléments du dossier que nous ne connaissons pas tous, même les journalistes, qui est parti peut-être recueillir les témoignages, parce qu'il faut aussi entendre la partie adverse. Donc il serait difficile, en ce qui me concerne, de commenter un dossier judiciaire. Je ne peux que commenter un jugement, mais sinon, de façon générale, je sais qu'il y a des conflits parcellaires en RDC, surtout à Kinshasa, ça devient un sérieux problème. Nous allons terminer, nous revenons en dernier mot, en tout cas par rapport aux élections. Vous avez relevé un fait qui m'a fait tilt à l'oreille. Vous avez vécu beaucoup d'années en Europe, vous avez dit plus ou moins 20 ans, et aujourd'hui on a l'impression que beaucoup reviennent en République démocratique du Congo pour servir leur pays, mais nous allons parler vraiment en poussière de secondes de la double nationalité. C'est vrai qu'aujourd'hui, moi j'ai une discussion assez chaude sur les réseaux sociaux par rapport à la double nationalité. On dit que c'est de notre faute, nous les Congolais, c'est nous qui les élisons. Mais moi je me dis que c'est eux qui trichent en premier parce qu'eux ne brandissent pas qu'ils sont
qu'ils ont acquis une nationalité étrangère. La question que je pose à Papita avant de clore, est-ce que vous êtes étranger ou vous êtes congolais? Je suis congolais. Avec passeport, sans embâche. Passeport Je congolais. suis congolais. Est-ce que vous comprenez ceux qui viennent avec une nationalité étrangère, mais qui postulent en tant que députés provinciaux ou députés nationaux? Il y en a plein aujourd'hui dans les institutions. Il y a plein de billes aujourd'hui en République démocratique. Où est la faille? Comment peut-on régler ce problème qui semble banal, mais qui est très très sérieux pour certains? Non, c'est très difficile lorsqu'on a vécu à l'étranger et qu'on a pu acquérir une autre nationalité, mais de se considérer qu'on est réellement, je vais donner un exemple, qu'on est français, contre les intérêts qu'on peut défendre en tant que Congolais dans son propre pays. C'est un problème psychologique, mais aussi naturel. Moi, je crois qu'au lieu de réfléchir dans ce sens-là, est-ce que l'État doit nous légaliser devons beaucoup plus, voilà, je pense que l'État aujourd'hui vient de faire un premier pas. Un premier pas, déjà avec les droits de vote pour l'élection présidentielle qu'on accorde à la diaspora. C'est un premier pas qui devait aboutir un jour carrément à faire que nous puissions lever cette loi inutile. Pour moi, c'est un dispositif inutile. Je comprends la hantise de certains, parlant des événements de l'Est, qui pensent que lorsque nous allons lever l'article 10, ça va faire que nous allons accueillir dans notre territoire tout le monde. Ça va devenir. Non, il y a possibilité de les encadrer. C'est comme le travail qui est fait par la CENI aussi, aujourd'hui par exemple. C'est un travail de SAP. Lorsque vous devez justifier jusqu'à votre village pour prouver que vous êtes Congolais, vous ne pouvez pas être quelqu'un qui vient de l'extérieur et avoir un village au Congo. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que vous devez avoir un chef coutumier qui moi, je trouve que c'est assez simple comme contrôle, parce que il y a eu qui ont passé le tamis en 2011, malgré le fait, on peut enregistrer tout ça. Moi, je ne suis pas, en tout cas, je crois que le tamis est assez simple. Comme Congolais la diaspora, je trouve ça que c'est une exclusion. Je ne suis pas français, mais on ne peut pas exclure un Congolais d'origine de ne pas postuler dans son pays. Voilà, ce sera vraiment un autre débat pour la semaine prochaine. Merci à vous, mesdames et messieurs, pour votre fidélité à cette émission. Merci à Papi Tamba d'avoir accepté de pied levé de participer et de passer à la barre pour ce dimanche. Merci à l'équipe technique. À la barre, carrément. Voilà, c'est mon expression consacrée. Voilà, merci à vous tous pour votre fidélité et votre confiance à cette émission. En tout cas, la discussion continue sur ma page Facebook Info7 et nous nous retrouvons avec le même plaisir, je l'espère, le dimanche prochain. Inch'Allah.